allez ce matin? Moi, d'entrée de jeu, je vais vous dire, je suis une entrepreneur en communication. Cette semaine, j'ai fait 3 événements, donc devant une auditoire de 700 personnes, et ça fait longtemps que je n'ai pas été nerveuse comme ça. Pourquoi? Parce que justement, ça me sort énormément de ma zone de confort. Habituellement, je fais des conférences, j'anime, c'est très cadré, je suis très préparée. Aujourd'hui aussi, je suis préparée, mais je vais sortir beaucoup de moi-même. Donc, mon hashtag aujourd'hui, ça va être vulnérabilité. Donc, bear with me, comme on dit. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler justement sur la thématique Preserve. Je vais juste voir. Voilà. Petite citation que je lance comme ça, puis après on va je vais vous en parler vers la fin. Chaque doute est un souffle qui essaie d'éteindre notre flamme. Comment vas-tu? Je vous ai posé la question tout à l'heure, tout le monde m'a dit bien. C'est une question a priori qui est simple, mais dont la réponse peut être très complexe. Pourquoi? Parce qu'elle peut relever des tabous. Si aujourd'hui vous me demandez comment ça va, je vais vous dire ça va bien. Si ma meilleure amie me demande comment ça va, je vais dire hey, ma fille, je suis plus capable. J'ai un déménagement éprouvant. Je dois déménager chez ma mère pendant quelques temps avec mon conjoint et ma petite. J'ai dormi 1h30 cette nuit pour finir de préparer cette conférence. J'ai animé pour la Chambre de commerce hier midi. Avant-hier, j'animais pour le Galarista. Je suis fatiguée. C'est ce que je dirais à mes meilleurs amis. Mais à vous, je vais dire que ça va bien. Par contre, ceci étant dit, dans quel contexte qu'on va vraiment être authentique par rapport à la manière que l'on se sent? Et je vous dirais qu'à travers les médias sociaux, souvent, qu'est-ce qui va arriver? On va montrer la meilleure facette de nous-mêmes. Ce que je vais faire également, et moi, lorsque je ne vais pas très bien, je me retiens d'écrire. Donc, c'est ma façon à moi de me protéger, de ne pas mettre une image positive, alors que peut-être que j'ai envie de me rouler en petite boule dans mon lit à côté de ma petite fille de 4 ans. Donc, ces jours-ci, j'ai le cœur lourd. Des gens qui sont dans la salle ont lu un statut que j'ai mis sur Facebook la semaine passée qui m'a énormément marqué. Et pour les gens qui ne sont pas là, je me suis dit que c'est peut-être la meilleure façon pour moi de lancer le tout. J'ai écrit ce statut-là avec énormément de colère, énormément de tristesse, parce que je venais d'apprendre le suicide d'une amie. Une amie qui était entrepreneur, âgée de 40 ans. Une femme extraordinaire que lorsqu'on la regardait, on n'avait jamais l'impression, on pourrait ne pas avoir l'impression que ça n'allait pas bien dans sa vie. Donc, mon statut allait comme ci. Ces jours-ci, j'ai le cœur lourd. Habituée d'être souriante, positive, prête à aider autrui, ces jours-ci, l'énergie me manque. La conférence de Michelle Obama avait délié ma plume dans un ultime cri du cœur pour dénoncer avec véhémence tout le bruit qui nous entoure. Depuis quelques mois, j'ai de vives discussions avec quelques amis pour discuter de l'hypocrisie qui s'installe au sein de nos institutions, nos entreprises et de nos OBNL en ce qui a trait à la question de la diversité, de la représentativité, de l'inclusion. Nous en sommes troublés. Do they really care about us? Bien sûr qu'il y en a. Seule une poignée de mains de gens et d'organisations ont sincèrement à cœur d'instaurer à l'épicentre de leur démarche des processus rigoureux et authentiques en vue d'obtenir des objectifs pérennes. Seule une poignée de mains d'entre eux et d'entre elles. Depuis environ 10 ans que je m'implique sur cette question aux côtés de dizaines d'autres personnes qui s'y investissent également. Mon constat, don't get fooled by the hype, diront nos voisins du Sud. Parce qu'on sait que des fois, l'entrepreneuriat puis le volontariat, il y a un hype autour de ça. Il y a comme une effervescence, une tendance. Mes diverses applications et observations des 3 dernières années me mènent à penser qu'il faut justement penser les choses autrement. Mais comment? Je n'ai pas encore la réponse. Maintenant, et c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pourquoi suis-je si affectée par tout ça? Peut-être que je prends les choses trop à cœur, peut-être suis-je trop naïve ou trop utopiste, Dieu se le sait, mais en poussant la question plus loin, je me rends compte que les fausses causes embrassées par certaines sphères de notre société ne sont pas propres aux questions de la diversité et de la représentativité. On peut parler du développement durable, on peut parler du cancer, on peut parler de la jeunesse, et c'est sûr qu'il y a des gens qui ont fait ce constat-là avant moi, mais je vous dirais que ces temps-ci, comme on dit, ça me pète d'en face. Maintenant, comment préserver sa passion lorsque nous frappons des échecs? Comment préserver sa flamme lorsqu'une forme de cynisme veut nous habiter? Comment préserver son intégrité, son authenticité tout au long de notre quête de justice sociale en dépit du bruit ambiant? Donc ça, c'est vraiment le contexte qui m'amène ici aujourd'hui. On m'avait déjà
demandé de venir, mais je ne savais pas nécessairement de quoi parler et ce statut-là m'a permis de me lancer davantage. Donc, au niveau du bruit ambiant dont j'ai parlé, des fois, je me dis que j'aurais envie d'être là, toute petite, autour de la nature et juste à réfléchir à ce que je veux vraiment faire. Maintenant, la question que je me poserais également et que je continuerai de me poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'engage? Pourquoi les gens décident de s'engager? Est-ce que c'est par conviction? Est-ce que c'est par une raison de statut social? Est-ce que c'est un besoin vital? Est-ce que c'est une obsession? Et je vous dirais que pour moi, c'est tout ça. Et je m'en suis rendu compte à force d'introspection. Pourquoi? Parce que la conviction demeure en tête. Mais en fonction de notre phase dans notre vie, des fois, on va chercher la reconnaissance. On veut chercher un peu de reconnaissance. Des fois, ça peut être le statut social. Donc, plus on avance, plus ce statut social-là nous permet d'accéder à certaines sphères en raison de notre engagement social. Le besoin vital, moi, j'ai vraiment viscéralement besoin de m'engager dans cette société parce que je ne me sens pas bien si je fais juste mon petit travail et mon 9 à 5. Mais maintenant, encore plus loin, ça fait partie de mon identité. C'est ce que j'ai compris. Et le fait que ça fasse partie de mon identité, mais je me rends compte que c'est ce qui fait que je suis hyper affectée par ce que j'appelle l'hypocrisie. Mais cette hypocrisie-là, je ne veux pas nommer des gens ou nommer des organisations. On le sait, c'est dans toutes les sociétés, mais certaines personnes vont être affectées plus que d'autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai quitté le journalisme. Moi, j'ai travaillé 7 ans comme journaliste à TVA et je vous disais, quand je regardais et que je lisais les nouvelles et que surtout aujourd'hui je suis maman et que je vois les infanticides, je pleure littéralement. Donc je sais qu'à l'intérieur de moi, j'ai une grande sensibilité et cette sensibilité-là, c'est la même qui me permet de m'engager, qui me permet de faire avancer certaines causes dans la mesure de mes capacités. Maintenant, ceci étant dit, le fait que justement, ça fait partie de mon identité, vous voyez cette image-là, qu'est-ce que vous voyez? Un arc-en-ciel, quoi d'autre? Un espace, des marches. Une dernière personne? Moi, quand j'ai trouvé cette image, pardon, de la lumière et de l'ombre, voilà. Et vous voyez, quand j'ai trouvé cette image-là sur Unsplash de Groupe Coup, donc c'est vraiment d'un groupe montréalais qui offre des photos avec licence, mais gratuitement, je me suis dit, mais j'ai l'impression que moi, mon engagement social, c'est dans tout ça. Il y a une fluidité par rapport à la phase de ma vie. Donc, il y a 9 ans, une dizaine d'années, quand je m'impliquais, j'étais la fille qui voulait changer le monde et qui fonçait vraiment tête baissée jusqu'à s'en rendre malade. Aujourd'hui aussi, je peux me rendre un petit peu malade, mais je vous dirais que c'est pas autant qu'au début. La marche, c'est qu'en fonction de où est-ce qu'on est dans notre vie, on va prendre différentes marches au niveau de cet engagement-là et différents sacrifices et différents risques également. La lumière, on le sait, l'engagement, ça peut être très lumineux, mais en même temps, il peut y avoir beaucoup de zones d'ombre, et ce sont souvent ces zones d'ombre-là, des fois, qui vont nous faire porter vers le cynisme. Donc, le but, c'est de rester autant que possible dans la lumière. Et maintenant, j'irai encore plus loin quand je parle de mon engagement, et ça, c'est vraiment propre aux gens qui sont engagés au sein de groupes marginalisés, des gens qui sont invisibilisés dans notre société, c'est que mon engagement à moi est une posture. Ça veut dire que ça m'habite continuellement. Même lorsque je fais un contrat payant pour un client, mes clients en tant qu'animatrice sont des institutions publiques, parapubliques, privées, OBNL. À partir du moment que je peux avoir un espace pour représenter des gens qui ne sont pas autour de la table, je vais le faire. C'est comme si mon cerveau pense tout le temps à cela. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une posture, parce que c'est socialement, c'est en affaires, c'est dans la gouvernance, ça m'habite continuellement. Et il y a un coût à cela. Tout le monde a entendu parler de la fameuse charge mentale de la maternité, mais il y a une charge mentale qui est reliée à lorsque notre engagement nous habite continuellement dans toutes nos sphères et que des fois on a de la difficulté à dissocier notre vie privée de cette vie sociale, de cette vie d'engagement. Donc des fois je dirais conciliation, travail, famille, engagement, amis, relations. Et tout cela fait que des fois il y a une certaine lourdeur au niveau de cette charge mentale. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une femme
en 2019 qui a été capable de nommer ce que je vivais sans que je sois capable de le définir. Et je ne sais pas si elle est là, Leila, c'est une amie à moi, c'est elle qui m'a envoyé cet article-là. Elle m'a dit, Dorothy, elle est d'origine marocaine, je crois. Elle m'a envoyé le courriel, elle m'a dit, Dorothy, tu m'avais parlé, puis ça c'est exactement ce que je pense que tu vis. Ce qu'on appelle representation burnout. Martha Tessema, une Américaine, a écrit un article en ligne en février 2019 qui s'intitule Why we need to talk about and recognize representation burnout. Et là, je vais vous faire un résumé de la première partie que vous pourrez peut-être lire par vous-même en ligne. Ce que ça dit, entre autres, c'est que lorsqu'elle était enfant, il y avait un petit garçon qui lui avait dit pourquoi est-ce que ta peau ressemble à des selles, à du caca? Puis elle a dit, toute ma vie, je me rends compte que lorsque j'évolue dans certaines sphères, je suis continuellement une minorité. Et en étant cette minorité-là, je me rends compte qu'il y a un poids. Et elle dit même, stress isn't created equal. Le stress de l'un n'est pas égal au stress d'une autre personne. Elle dit, il y a beaucoup de recherches qui affirment que ce que j'ai ressenti tout au long de ma vie, c'est que le stress n'est pas créé égal, que lorsqu'on fait partie d'un groupe marginalisé, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui vont contribuer à un stress par rapport à notre travail, à notre engagement. Et elle, en tant que femme noire, elle dit que c'est ce qu'elle vit. Et justement, ce qu'on dit ici dans sa définition, elle dit it's time to call that feeling of exhaustion that comes from being the only person of a particular identity in an environment what it is, representation burnout. Et ça peut s'appliquer pour tout, pas juste les personnes racisées ou les personnes noires, ça peut être pour les personnes en situation de handicap. Ça peut être pour toute personne qui sent qu'à toutes les fois qu'elle va dans une sphère, elle porte le fardeau du groupe qu'elle tente de représenter. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un statut Twitter de Madame, je pense que son nom c'est Madame Bordelot, ou sinon je vais retourner en arrière. C'est une jeune femme qui est animatrice ici à Montréal. Elle est une femme handicapée. Et cette femme-là, elle est une animatrice comme moi. Et elle a écrit une sortie publique en disant « Je vais animer à l'UQAM. Et là, pour pouvoir accéder à la scène, je dois passer par des coulisses à travers une porte qui n'a pas rapport pour pouvoir finalement monter sur scène. » Savez-vous, c'est quoi le stress d'animer un événement et de penser que juste pour accéder à cette foutue scène-là, cette dame-là doit réfléchir à toutes les fois au stress potentiel de faire son travail correctement. Donc, elle a dit, j'ai toujours un stress supplémentaire pour pouvoir faire mon travail correctement. Donc, c'est ce qu'on veut dire par le representation burnout. Et ici, l'autre citation de cet auteur, de cette autrice, elle dit, à toutes les fois qu'il y a une personne première dans un groupe, je vais dire en anglais, but every first is often also and only in a given space. Donc, à toutes les fois qu'on dit la première femme noire, la première personne handicapée ou en situation de handicap, c'est toujours souvent la seule. Donc, cette seule personne-là va porter un fardeau qui peut être lourd. Donc, on oublie tout le stress émotionnel qui vient avec le fait d'être seul dans une table, autour d'une table. Et finalement, justement, comment préserver sa flamme, son authenticité avec tout cela? Parce qu'on s'entend qu'on est là pour rester. Notre but, c'est de continuer de s'engager, mais c'est de prendre du recul. Moi, j'en suis rendue là. Après 10 ans, j'ai fait 10 ans, 7 ans comme journaliste à TVA. Aujourd'hui, je suis une entrepreneur depuis 3 ans. J'anime, je produis du contenu numérique, podcast. Je suis consultante également pour des organisations en matière de diversité. Je prends du recul. Ce recul-là, ce que ça signifie, c'est dans quoi je veux continuer de m'impliquer et surtout à quelle teneur, avec quel effort et avec qui. Avec qui je partage cette énergie-là. De qui je dois me protéger. Et dans quelle phase je me situe actuellement. Parce qu'il faut dans notre vie reconnaître la phase dans laquelle on est. Présentement, je suis dans une phase où est-ce que j'ai presque plus rien à donner. Aujourd'hui, c'est mon dernier mandat et je prends l'été off jusqu'en septembre. Et là, j'ai dit aux femmes, aux jeunes étudiantes qui veulent me rencontrer, on prend rendez-vous en octobre. Parce que je suis dans une phase où j'ai presque plus rien à donner et je me respecte là-dedans. Mais le recul, ce que ça signifie également, c'est que souvent on est coupable. Savez-vous, quand on veut dire non, l'espèce de culpabilité qui commence à nous envahir. Parce que je me dis, cette jeune femme noire-là qui m'écrit parce qu'elle me voit sur différentes scènes et qu'elle a envie d'être inspirée par moi, mais c'est mon devoir de lui parler maintenant parce que je ne sais pas ce qu'elle vit. Mais maintenant, je prends du recul et avec beaucoup de bienveillance, je leur réponds.
Donc déjà, ils sont surpris que je leur réponds et je leur dis, on va se voir, mais reviens me voir, contacte-moi dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Le self-care, c'est la même chose. J'ai commencé à me faire masser par un massothérapeute chinois traditionnel. Il me craque ça, il me vire ça de bord. Il m'a dit que j'étais jamais de haut en bas. Donc ça fait partie du self-care. Passer du temps avec ma petite cocoune de 4 ans, de me mettre à terre avec elle, un peu comme Shonda Rhimes disait quand elle avait ses enfants, puis que quand elle pensait des fois qu'elle devait absolument écrire, mais que de prendre le temps puis de ne rien faire et de juste prendre le petit camion qui est cassé, puis le petit bout à faire que je sais pas c'est quoi, mais c'est la terre, puis c'est l'univers pour ma fille, mais ce sera la terre et l'univers pour mes 2 prochaines heures. Donc ça c'est du self-care. Et en tout ça, c'est d'apprendre ses limites, apprendre à dire non. Et ici, c'est sûr que dans le but de continuer de s'engager, on a la belle dame qui est là, Maïfa, qui est en arrière. J'aimerais ça qu'elle se lève, pour qu'on l'applaudisse. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, quand je vous disais cette posture, je fais une présentation de votre Creative Morning. Je vais vous montrer 2 personnes que vous ne connaissez pas des communautés noires, en espérant que vous allez pouvoir aller les découvrir. Maïfa, je l'ai rencontrée il y a quelques semaines dans le cadre d'un événement organisé par Inclusion Jeunesse et Nour. Donc, Nour, ça veut dire lumière en arabe. C'est une plateforme, un collectif de jeunes femmes qui veut faire rayonner des femmes racisées, inspirantes. Et également, on a Inclusion Jeunesse qui veut transformer des espaces plus inclusifs, pour qu'ils soient plus inclusifs pour la jeunesse. Et Maïfa a co-animé un atelier sur le self-care, ça portait sur la santé mentale des femmes racisées, et elle l'a pondu avec son travail. Donc, elle est intervenante sociale auprès des hommes et des femmes qui sont victimes de violences à caractère sexuel. Un diagramme qui va sauver ma vie et qui va peut-être sauver la vôtre. Et voilà. Avant de vous engager, voici quelques questions peut-être que vous devriez vous poser, surtout si vous êtes en mode « je veux prendre du recul ». Il y a de l'hypocrisie dans la société, mais ça, c'est pas tout nécessairement votre bataille à vous. Vous devez choisir ce que vous êtes capable de contrôler. Et je vous promets que j'ai pas un doctorat aujourd'hui pour pouvoir vous le présenter, mais rapidement, ce que ça dit, c'est qu'à partir du moment que vous avez une proposition d'engagement, est-ce que, par exemple, ça rejoint vos intérêts, vos passions, ça vous tient à cœur? Oui ou non? Et tout au long de ce que vous voyez ici, c'est de savoir est-ce que cet engagement-là est idéal pour vous. Un engagement qui aurait été idéal pour vous il y a 5 ans ne l'est peut-être pas pour vous aujourd'hui. Par exemple, moi, je suis une fille des médias. Il y a 5 ans, ma TV, la télévision m'aurait appelé pour dire « Viens-t'en, être chroniqueuse gratuite ». J'aurais fait « Wouhou ». J'aurais sauté les 2 pieds joints, j'aurais pleuré, j'aurais vendu ma maison pour y aller. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, vous allez me payer. Non, ça, vous allez me payer, je vais amener mon équipe. Puis, tu sais, vous voyez ce que je veux dire? Je suis plus dans la même phase. Mais l'engagement gratuit de la radio, je l'ai fait 4 ans. C'est comme ça que j'ai permis à des gens des communautés haïtiennes d'être mieux connus. Donc, pour moi, ce diagramme-là, je pense que si on est capable de l'intégrer dans nos vies plus tôt, puis tout le copyright, ça va vraiment à Maïfa, donc vous pourrez la contacter après. Mais je pense que ça peut être important pour faire la différence. Puis vous voyez ici, j'aime beaucoup, quand on parle de representation burnout, là j'ai pas de lumière, y a-t-il un risque que je sois instrumentalisée? Et c'est ça, des fois, les risques pour les groupes qui sont sous-représentés, c'est que des fois, on nous veut comme un pion. On nous veut autour de la table, mais ne parle pas trop fort. Si tu parles trop fort, que tu déranges trop, ça ne fonctionne pas. Et moi, dans ma propre posture de réflexion, je dois questionner mes propres privilèges parce que je sais que je suis une femme modérée. Donc moi, je passe bien partout. Je me porte bien, je parle pas fort, j'ai une éducation typique haïtienne de la fille qui fait bien les choses et qui ne dérange pas. Mais des fois, il y a des sphères où on a besoin de donner des coups de pied et des coups de poing. Et peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour le faire, donc là, j'ouvre la porte à des gens qui peuvent bousculer davantage les choses que moi. Donc, c'est de savoir, dans ce recul-là, où est-ce que notre place, elle est réellement. Et finalement, je vais conclure là-dessus une autre dame. Vous connaissez Dramatique? Jocelyn, Dramatique avec un cas, c'est sa conjointe, la femme de ses 4 enfants. C'est une très bonne amie à moi. Puis, à l'issue de mon statut Facebook, elle m'a écrit un long post. Puis, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Dorothy, prends soin de toi, t'es-tu correct? » J'ai dit « Oui, ça va. » On l'a observé au début. Et elle m'a écrit ça. Elle a dit « Ton texte est le reflet du combat de la guerrière de la lumière, rempli de sagesse et d'humilité. »
Comme il est écrit, ne mettons pas nos dons dans la terre et une lampe n'est pas faite pour être sous une table. C'est un combat, je le sais, mais tant que la cloche n'a pas sonné, on reste sur le ring. Tant que la trompette n'a pas sonné, on reste guerrière de la lumière. Donc, pourquoi on veut préserver ce qu'on a? Parce qu'on veut toujours, continuellement, rester dans la lumière, parce que c'est ça qui va toujours surpasser l'ombre. Alors, merci beaucoup.